Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 26 décembre 2025. Tout de suite, les titres. Au sud de la bande de Gaza, les avions de guerre de l'armée sioniste ont mené vendredi de violents bombardements sur la ville de Khan Younes, causant d'importantes destructions. Les détails dans ce journal. En Syrie, une explosion fait 6 morts et plusieurs blessés dans une mosquée à Homs. États-Unis, le président américain Donald Trump annonce avoir mené plusieurs frappes contre Daesh au Nigeria. Et puis sport football, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se poursuit avec une deuxième journée qui s'annonce d'ores et déjà palpitante. On fera le point dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre en Palestine occupée, les avions de guerre de l'armée sioniste ont mené vendredi de violents bombardements sur la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza, causant d'importantes destructions. Les détails avec Naïla Hamouda. Khan Younes est de nouveau sous le feu. De violents bombardements sionistes ont visé la région, l'aviation ayant mené plusieurs raids sur les secteurs est et sud, notamment à proximité de la ligne jaune. Les frappes sionistes ont causé d'importants dégâts matériels. Dans le même temps, la horde sauvage sioniste a procédé à des opérations de dynamitage de bâtiments, en particulier dans la zone de Beni Souheila, à l'est de Khan Younes. Plus au sud, à Rafah, des tirs d'artillerie ont également été signalés. Ces bombardements ont été accompagnés de tirs provenant d'hélicoptères et de chars sionistes, faisant craindre une nouvelle escalade dans la région. Les frappes sionistes n'ont pas cessé à Khan Younes et à Rafah depuis le 10 octobre, date de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. Ces attaques ont fait près de 400 martyrs et plus de 1100 blessés au cours des 2 derniers mois. Dans le centre et le nord de la bande de Gaza, l'armée sioniste a également mené des frappes dans la ville, notamment dans le quartier de Shoujaïria et à Toufah. À Khan Younes comme ailleurs, ce sont encore les explosions qui rythment le quotidien. Malgré l'accord du cessez-le-feu, Gaza demeure un champ de tension permanente où les Gazaouis sont pris au piège des bombardements. L'hôpital Aouda, dans le camp de réfugiés de Nusayrat au sud de la bande de Gaza, a été privé d'électricité jeudi soir en raison d'une pénurie de carburant mettant en danger la vie de dizaines de patients, ont rapporté ce vendredi des médias palestiniens. Cette situation est intervenue suite au refus de l'entité sioniste de permettre l'acheminement des quantités de carburant pourtant prévues par l'accord de cessez-le-feu signé le 10 octobre dernier, ont précisé les mêmes sources. Et les autorités sanitaires de la bande de Gaza ont lancé une alerte sur une grave crise de paralyser l'ensemble des services médicaux dans l'enclave en raison de la pénurie aiguë de matériel médical et de l'impossibilité pour les patients de se rendre à l'étranger afin d'y recevoir des soins. Plus de 70% des fournitures médicales des hôpitaux de la bande de Gaza sont désormais épuisées à la suite de l'arrêt de l'aide humanitaire, ont-elles indiqué dans un communiqué. Elles ont également précisé que plus de 20 000 patients et blessés, dont 4 500 enfants, restent bloqués au point de contrôle sioniste, les empêchant de poursuivre leur traitement hors de Gaza. Et le camp de Nour el-Shams à Tulkarem, en Cisjordanie occupée, est devenu inaccessible, invivable. Les forces sionistes ont détruit les routes, les écoles, les canalisations d'eau et les installations électriques. Les habitants sont déplacés depuis février. Ce sont 25 maisons qui ont reçu un ordre de démolition et l'armée d'occupation sioniste continue ses opérations de destruction massive de chaque aspect de la vie.
Et au Liban, les avions de guerre de l'armée sioniste ont bombardé ce vendredi plusieurs zones dans l'est et le sud du pays, selon l'agence de presse libanaise. La même source a rappelé qu'au moins 3 Libanais sont tombés en martyrs jeudi, dans des bombardements particulièrement intenses ciblant de nombreuses zones. Également dans le sud du pays, à noter que les agressions sionistes se poursuivent en dépit d'un accord de cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024 qui prévoit entre autres le retrait total de l'armée sioniste au sud du Liban. Et en Syrie, 6 personnes ont été tuées dans une explosion qui a frappé une mosquée à Homs, a rapporté ce vendredi l'agence de presse officielle syrienne Sana. Selon un responsable du ministère syrien de la Santé cité par l'agence de presse, l'explosion a fait 21 blessés. En Algérie, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a présidé les travaux de l'Assemblée générale ordinaire du groupe Sonatrach. À cette occasion, l'Assemblée générale a approuvé le budget annuel de Sonatrach pour l'exercice 2026, tout en adoptant le plan de développement à moyen terme couvrant la période 2026-2030. Ce plan vise notamment à renforcer les activités d'exploration et de production, à développer les industries de transformation, en particulier le raffinage et la pétrochimie, afin de répondre aux besoins du marché national, de consolider les capacités d'exportation. Les travaux ont également porté sur les efforts déployés par Sonatrach en matière de gouvernance, de numérisation et de transformation énergétique. À ce titre, les participants ont réaffirmé l'engagement du groupe à se conformer aux normes internationales, notamment en ce qui concerne la réduction de l'empreinte carbone et la diminution des émissions. Et dans le dossier sahraoui, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental, CODESA, a révélé une escalade des poursuites judiciaires en représailles contre les Sahraouis pour l'exercice pacifique de leurs droits. Dans un communiqué publié jeudi soir, la CODESA a cité l'ouverture par les autorités d'occupation marocaine du procès du jeune Sahraoui Bachir Boualba, arrêté le 10 novembre en raison de sa participation à des activités pacifiques, considérant son arrestation comme une détention arbitraire qui viole les garanties d'un procès équitable conformément à l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, exige la fin de la politique de criminalisation de la lutte pacifique et du travail en faveur des droits de l'homme au Sahara occidental, avec la libération immédiate et inconditionnelle ainsi que celle de tous les prisonniers politiques sahraouis. Et en Tunisie, le président tunisien Kais Saïd a reçu jeudi au palais de Carthage le président de l'Assemblée des représentants du peuple Ibrahim Bouderbala et le président du Conseil national des régions et des districts Imad Derbali. Cité dans un communiqué, le chef de l'État a réaffirmé l'attachement de la Tunisie à sa souveraineté, au choix de son peuple, soulignant l'engagement œuvré sans relâche chacun dans le cadre de ses compétences à relever les défis notamment d'ordre social et économique. Au Maroc, l'association marocaine de soutien aux prisonniers politiques HIMEM a déclaré suivre avec une grande préoccupation les poursuites judiciaires engagées contre le blogueur et militant des droits de l'homme Yassine Bouchakroun, qui a été traduit devant le procureur près le tribunal des premières instances de Assafi pour des publications dans lesquelles il critiquait les politiques publiques après les inondations de Assafi qui ont fait des dizaines de victimes. Dans un communiqué publié vendredi, l'association a déclaré suivre avec une grande préoccupation les informations contenues dans les rapports de police judiciaire concernant le refus de la personne concernée de s'alimenter pendant sa garde à vue et sa consommation exclusive d'eau, ce qui pourrait indiquer qu'elle a entamé une grève de la faim.
Direction le Soudan à présent, alors que le pays est confronté à l'une des crises humanitaires les plus graves au monde, caractérisée par une intensification du conflit. Les affrontements qui ont éclaté à Khartoum se sont rapidement étendus à d'autres régions du pays. Selon les estimations des experts, le conflit a fait au moins 40 000 morts et poussé près de 14 millions de Soudanais à l'exil, beaucoup se trouvant au bord de la famine. Actuellement, la situation la plus difficile se déroule au Darfour et au Kordofan, zone principalement contrôlée par les FSR. Un mot de santé à présent. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'année 2025 avait été marquée par des réalisations majeures pour la santé mondiale, mais aussi par des défis importants, notamment des réductions de financement et de multiples urgences humanitaires. On fait le point avec Iman Marat. Malgré un environnement mondial instable, l'Organisation mondiale de la santé dresse un bilan qu'elle qualifie de prudemment positif pour l'année 2025. Son directeur général a affirmé que des progrès en matière de santé publique ont été réalisés en dépit des crises et des restrictions budgétaires. 2025, quelle année d'événements majeurs et de défis majeurs pour la santé mondiale et pour l'OMS. La réalisation la plus significative fut l'adoption de l'accord pandémique de l'OMS, un exemple puissant de ce que le multilatéralisme peut accomplir lorsque les pays choisissent la coopération plutôt que la division. De plus, cette année, l'OMS a validé 13 pays pour l'élimination des maladies. Selon l'OMS, la couverture vaccinale mondiale a progressé avec plus de 80% des enfants ayant reçu les vaccins essentiels, un niveau en hausse par rapport aux années post-Covid. L'Organisation mondiale souligne également une baisse continue de la mortalité liée au paludisme et à la tuberculose, notamment en Afrique, grâce au renforcement de la prévention et de l'accès au traitement. Autre indicateur mis en avant, près de 1,5 milliard de personnes supplémentaires ont désormais accès à des services de santé essentiels depuis 2019, un objectif central de la stratégie OMS pour la couverture sanitaire universelle. Le monde a toujours besoin de l'OMS et l'OMS reste engagée dans notre vision fondatrice. Le plus haut niveau de santé accessible, non pas comme un privilège pour certains, mais comme un droit pour tous. Mais ces avancées globales masquent des situations d'urgence extrêmes. À Gaza, l'OMS indique que plus de 70% des infrastructures de santé sont hors service ou partiellement détruites. Les hôpitaux fonctionnels accueillent parfois jusqu'à 3 fois leur capacité, tandis que les pénuries de médicaments essentiels dépassent 40%, exposant la population à des risques sanitaires majeurs. Au Soudan, la crise est tout aussi alarmante. Selon l'OMS, plus de 15 millions de personnes ont besoin d'une assistance sanitaire urgente et plus de 60% des structures de santé dans les zones touchées par les combats ne sont plus opérationnelles. Des flambées de choléra, de rougeole et de paludisme y sont signalées, dans un contexte de déplacement massif et de manque d'accès humanitaire. Pour le directeur de l'OMS, ces chiffres illustrent un paradoxe, des progrès réels à l'échelle mondiale, mais une vulnérabilité extrême dans les zones de conflit aggravée par la baisse de financements internationaux. L'OMS prévient que sans un soutien politique et financier renforcé, les gains sanitaires enregistrés en 2025 risquent de s'effriter, laissant des millions de personnes en marge du droit fondamental à la santé. Et les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre des cibles du groupe terroriste Daesh dans le nord-ouest du Nigeria, annoncé jeudi le président américain Donald Trump. De son côté, le Nigeria a confirmé ce vendredi la poursuite de sa coopération sécuritaire avec les États-Unis face à la menace persistante du terrorisme et de l'extrémisme violent. En Russie, le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce vendredi que le pays a considérablement augmenté sa production des catégories d'armes les plus demandées depuis le début de la guerre en Ukraine.
En 2025, par rapport à 2022, la production des armes la plus demandée pour l'opération militaire spéciale a été multipliée par plusieurs fois. La production de missiles et d'artillerie augmentée de 9,6 fois, les équipements de communication et de guerre électronique de 12,5 fois, les moyens de gilets pare-balles personnels de 17,9 fois, les moyens conventionnels de destruction et de munitions de plus que 22 fois. Ce sont les résultats du travail de l'industrie militaire. Et de son côté, le vice-premier ministre russe Denis Manturov a déclaré ce vendredi que la Russie compte renforcer davantage l'approvisionnement de son armée en armes pour prioriser les livraisons à ses propres forces armées. Une partie des fonds sera également utilisée pour produire nos armes et équipements militaires très compétitifs destinés à l'exportation. Nous avons un grand nombre de demandes. Bien sûr, nous devons prioriser les besoins du ministère russe de la Défense et retarder quelque peu nos plans de livraison à des pays amis. Mais ce moment n'est pas loin. Nous renforcerons donc sûrement notre coopération militaire et technique. Et la Russie et les États-Unis ont convenu de poursuivre leur dialogue sur les dernières propositions visant à mettre fin au conflit en Ukraine, a déclaré ce vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Après que Kirill Dmitriev, envoyé spécial russe, a fait rapport au président sur les résultats de son voyage en Amérique et ses contacts avec les Américains, ces informations ont été analysées. Et sur instruction du président Vladimir Poutine, les représentants des administrations russes et américaines ont été mis en contact. Il a été convenu de poursuivre le dialogue. Et l'armée ukrainienne a annoncé avoir abattu plus de 70 drones russes lors d'une attaque aérienne nocturne visant plusieurs régions du pays, selon des médias citant des sources militaires ukrainiennes. Et selon la présidence ukrainienne, Volodymyr Zelensky va rencontrer le président américain Donald Trump ce dimanche en Floride dans le cadre des négociations sur le plan des États-Unis visant à mettre fin à la guerre avec la Russie. Au Japon, une attaque au couteau a fait 14 blessés ce vendredi dans une usine du centre du pays au cours de laquelle un liquide non identifié a également été pulvérisé sur les personnes d'après les indications d'un responsable des services de secours. Les médias japonais ont rapporté qu'une personne était en garde à vue. Et alors que les affrontements frontaliers entre la Thaïlande et le Cambodge se poursuivent pour la troisième semaine, le ministre thaïlandais de la Défense rejoindra les pourparlers en cours avec le Cambodge demain samedi, qui pourrait conduire à une trêve selon le Premier ministre thaïlandais. La question clé pour la réunion du Conseil de sécurité nationale est que nous avons convenu que le ministre thaïlandais de la Défense assiste demain à la réunion du GBC, Comité général des frontières, avec son homologue cambodgien. J'espère que ce sera la signature finale afin que la paix puisse être établie dans la région et que les gens puissent rentrer chez eux. J'espère que le ministre de la Défense partage le même point de vue. Sport football, à présent, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se poursuit avec une deuxième journée qui s'annonce d'ores et déjà palpitante. Les ténors du continent entrent pleinement dans la compétition et les affiches de haut niveau s'enchaînent. Commentaire Mohamed Wali Ben Chaban, récit Kenza Jamhi.
Les matchs de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'annoncent très prometteurs. Les grandes sélections du continent entrent dans le vif du sujet avec des confrontations à la fois palpitantes et décisives pour la suite de la compétition. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, l'Égypte a affronté l'Afrique du Sud dans un duel à fort enjeu. Les pharaons, toujours candidats au sacre, devront faire preuve de solidité tout au long de la compétition s'ils veulent aller le plus loin possible dans la compétition. L'intensité de ces rencontres ne s'arrêtera pas là. Le Nigeria croisera la Tunisie dans un choc entre deux géants. Dans le groupe T, le Sénégal, champion d'Afrique 2021, affrontera l'outsider, la République démocratique du Congo, dans une empoignade équilibrée entre deux sélections qui se connaissent bien. Voilà, on les prépare bien, comme on prépare toutes les autres équipes. On sait que face à la République démocratique du Congo, ça sera une belle opposition, ça sera un match difficile, voilà, qui nous attend demain. Donc, mais on est bien préparé et armé pour aller chercher cette victoire. On prépare ce match avec beaucoup de détermination et beaucoup de concentration, une envie de bien faire, parce que ce match, comme on le sait, est très important. Si on gagne ce match, ça sera synonyme de qualification au second tour. Dans le groupe E, une autre affiche très attendue opposera l'Algérie victorieuse face au Soudan au Burkina Faso qui s'est imposé contre la Guinée équatoriale. Ce classique est marqué par une forte rivalité pour les deux formations. On va pas dire que c'est une petite revanche, c'est qu'un match. C'est qu'un match, on va pas s'enflammer. Je pense que j'ai assez d'expérience pour savoir que il faut toujours rester les pieds sur terre dans tous les moments. Donc c'est bien, c'est pas une finalité. On doit élever notre niveau. On doit être encore meilleur si on veut battre le Burkina parce que c'est l'objectif. Le champion en titre, la Côte d'Ivoire, croisera le fer avec le Cameroun dans l'une des affiches les plus attendues du groupe. Cette rencontre sera un autre rendez-vous passionnant et prometteur en spectacle. Entre intensité, spectacle et enjeux cruciaux, cette deuxième journée de la CAN 2025 s'annonce palpitante pour tous les passionnés du football africain. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à très bientôt. Tout de suite, retrouvez Tinhinan Makassi pour votre émission L'échiquier international.